Quelles ont été les questions des analystes au management de Total Energy lors de la présentation des résultats du premier semestre? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cet article, vous pouvez le retrouver dans le blog dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Et on commence tout de suite. Donc, j'ai écouté la conférence de présentation des résultats. Je vous ai fait un petit compte rendu. Donc, on avait Pouyanné et Jean-Pierre Sbrer, directeur financier, pour répondre aux questions des analystes. Alors, il y a pas mal de questions. La conférence call a été assez longue pour garder la vidéo courte. Je vais passer les questions les plus pertinentes, les plus intéressantes en revue. Vous pouvez trouver toutes les questions ensuite sur le blog. Pour moi, première question plus intéressante, ça va être sur l'allocation du capital et sur la volatilité du marché. On a un analyste de RBC Capital Market, qui s'appelle Biraj Borkataria, qui a abordé deux sujets. La volatilité des besoins en fonds de roulement, working capital en anglais, et la stratégie de rachat d'actions. L'analyste a noté que la variation trimestrielle du BFR, du fonds de roulement, semble s'amplifier depuis 2017-2018, et il se demandait si ça reflétait la croissance du segment énergie intégrée. Donc ce segment-là, c'est le segment le moins rentable, donc 8,8% en termes de rendement des capitaux moyens employés. Bon, c'est très gourmand en capital, hein, l'énergie intégrée. C'est ce qu'on voit sur Ruby d'ailleurs, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que l'action Ruby est massacrée, c'est que l'activité photosol, énergie renouvelable est complètement c'est trop gourmand en capital et ne délivre pas les résultats escomptés. Bon, mais pour Total Energy, l'analyste semble noter que ça vient, qu'on le voit surtout avec une augmentation forte du besoin en fonds de roulement. Deuxième question, c'est sur les rachats d'actions. Il s'est demandé pourquoi il y a un retard dans l'exécution du programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars par trimestre sur ce trimestre. Alors, sur le fonds de roulement, le PDG a reconnu que l'augmentation était liée, donc du BFR, était liée à l'expansion des activités B2C, business to consumer, dans le gaz et l'électricité, et ce particulièrement en Europe. Il y a une saisonnalité qui est importante de la consommation, évidemment. Très forte consommation en hiver. Donc ça accentue le besoin en liquidité. Bon. Il a noté qu'en 2024 et 2025, le groupe a observé un besoin d'environ 5 milliards de dollars au premier semestre, mais que sur le second trimestre, il anticipe un relâchement à 3,5 milliards. Donc finalement, très saisonnier, donc forte saisonnalité, comme on peut s'y attendre en Europe. Il a indiqué qu'il allait avoir une gestion prudente du BFR, hein. Donc il y a des moyens opérationnellement pour gérer votre BFR. Vous pouvez accélérer la facturation auprès de vos clients. Bon, si ce sont des particuliers, là, ça va être compliqué. Vous pouvez retarder le paiement des fournisseurs. Bon, il faut avoir un peu de pouvoir, on va dire, de négociation. Vous pouvez aussi relâcher les stocks pour baisser votre BFR. Donc là-dessus, il indique qu'il y a des moyens pour baisser ce besoin en fonds de roulement. Et il espère pouvoir revenir à un niveau comparable à ceux de l'année dernière. Pour les rachats d'actions, en réalité, c'est uniquement un problème calendaire, on va dire, puisque les 2 milliards de rachats d'actions du trimestre ont été finalisés le 13 juillet. Donc c'est uniquement une question de calendrier. Et finalement, en fait, les 2 milliards ont bien été rachetés. Donc le groupe a bien tenu ses engagements de retour à l'actionnaire. Et l'entreprise compte bien continuer ce niveau de retour actionnaire, et parce que en gros, la trésorerie reste ample et il y a une dette qui est plutôt relativement faible, à 15% en termes de dette nette sur capitaux propres. Et notamment, on a le baril, tant qu'il reste autour de 70 $, donc le baril de Brent, cette politique de rémunération d'actionnaires reste soutenable. Donc pas d'inquiétude par rapport au BFR, ni par rapport aux dividendes et la rémunération d'actionnaires. Donc la rémunération à l'actionnaire, ça englobe dividendes et rachat d'actions, ça reste soutenable à 70 $ le baril. Ensuite, on a une question sur l'endettement et sur les perspectives de l'énergie, du segment énergie intégrée, Integrated Power. Alors, c'est Irène Imona de Bernstein, ça doit se prononcer Irénée, j'imagine, qui a questionné la soutenabilité de la dette à 15% dans un environnement à 70 $ le baril, et la confiance de l'entreprise dans ses prévisions de cash flow pour le segment énergie intégrée, qui a baissé de 6% au premier semestre. Bon, Pouyanné n'a pas pu s'empêcher de souligner qu'il y a 15% de gearing, il y a 70 $ le baril. Le conseil d'administration est hyper confortable. 15% honnêtement, c'est rien, hein, comparé. Vous voyez, les comparables qui sont plus endettés, hein, que Total Energy. Donc 15% par rapport au capitaux propres, c'est pas très élevé.
Le baril, à mon avis, moi, il va rester proche des 70 $ parce que le cycle économique va se reprendre. Donc ça, j'en parle un peu plus en détail dans mes analyses sur les cycles de liquidité et et macro. On est sur des indicateurs avancés qui commencent à se reprendre. On a les indicateurs avancés. Les indicateurs avancés, par exemple, c'est tout ce qui est PMI et les nouvelles commandes dans les indicateurs PMI qui sont envoyés aux gestionnaires d'achat. Donc, on peut anticiper une reprise économique et s'il y a une reprise économique, évidemment, les matières premières se reprendront et premier chef, le pétrole. Donc Pouyanné hyper confiant sur, ce niveau d'endettement et ce niveau de cash flow par rapport à un baril à 70 $. Bon et en revanche, il a reconnu que les marges de raffinage s'améliorent, mais que la pétrochimie reste, sous pression, parce qu'il y a toujours des surcapacités au niveau global, notamment en Chine et aux États-Unis. Pour l'énergie intégrée, il a maintenu la guidance de 6 à 7,5 $ et de cash flow d'ici à 2028. Mais il faut noter que le premier semestre 2025 est légèrement en deçà de cette guidance-là, hein, parce qu'on a 2,5 $. Donc, si vous faites un x2 par exemple, même si c'est saisonnier, vous serez qu'à 5 milliards. Donc, il va falloir accélérer sur le second semestre pour la guidance de cash flow opérationnel, mais le business est saisonnier, donc c'est pas un problème à mon avis. Et il note également, donc ça c'est pour le segment Integrated Power évidemment, et il indique que l'entreprise n'est pas loin des objectifs et que le projet au Qatar et aux États-Unis vont doper le flux de trésorerie à moyen terme. Donc toujours confiant dans les investissements. Évidemment, le manager est toujours confiant dans son entreprise. C'est un peu son job, mais bon. Pouyanné, à mon avis, a quand même un bon track record, mais c'est que mon avis personnel. Et il a un bon franc-parler, donc je pense qu'il n'essaye pas trop de noyer le poisson. Bon, sur le raffinage, c'est un peu secondaire. Sur la digitalisation et les rachats d'actions. Donc on a Lydia Rainforth de Barclays qui a interrogé le management sur l'impact du déploiement de l'intelligence artificielle dans le raffinage. Et notamment, il y a un partenariat avec Emerson qui fait de la maintenance prédictive, en tout cas qui aide Total Energy à faire de la maintenance prédictive. Deuxième question, la logique du maintien des rachats d'actions à 2 milliards malgré un payout ratio élevé, 55%. 55%, c'est pas très élevé, donc bon. Alors, Pouyanné a un peu donné du détail sur le virage numérique de Total Energy. Ce virage numérique, il est entamé depuis très longtemps, hein, en réalité. Donc, il a indiqué que l'entreprise passait aux actes, de la parole aux actes, avec une plateforme mondiale de données qui va permettre d'optimiser les actifs downstream. Et en réalité, ce qui va se passer avec cette plateforme, c'est qu'elle va partager toutes les données des capteurs, des usines de raffinage, etc. Et elle va permettre d'alimenter, d'entraîner des algos de maintenance prédictive. Et ces algos, ensuite, eh bien, tous les jours, ils vont envoyer aux gens sur place des informations sur les pièces qu'il va potentiellement falloir réparer ou changer. Donc avec ça, ça va évidemment booster la rentabilité des usines, puisqu'on aura moins, donc on maintiendra le même niveau de production et on aura toujours une production qui sera à 100% des capacités. Donc ça, c'est très intéressant. Sur le fait qu'il soit depuis longtemps dans le numérique, moi je me rappelle avoir visité le Data Lab de Total Energy, donc c'était dans le 9e à Paris, si je ne me trompe pas, c'est le 9e je crois. Il y a un Data Lab spécifique avec des data scientists, des ingénieurs, donc maintenant c'est plutôt des machine learning engineers, mais Total Energy a très tôt pris le virage là-dedans pour innover et il y a de quoi faire, hein. Vu la quantité de données dont il dispose, c'est un secteur qui est très intéressant à analyser d'un point de vue data. Sur les rachats d'actions, il a justifié leur pertinence par une discipline financière qui est assez rigoureuse. L'entreprise emprunte à 3,5%. Au passage, 3,5% pour du pétrole, c'est pas cher, hein. Si vous regardez l'OAT 10 ans, alors ça c'est la dette moyenne, hein, donc il faut regarder quelle est l'échéance de la moyenne de la dette Total Energy. Elle doit être peut-être 5 ans, 4-5 ans. Le gouvernement français, bon, c'est pas un exemple, hein, mais emprunte à 2,6%, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas si loin, hein. Ils empruntent pas des taux exorbitants. Et le coût du capital est d'environ 6%. Donc le coût du capital, c'est évidemment la rémunération qui est demandée par les actionnaires. Donc ils s'endettent peu cher pour pouvoir verser un coût du capital qui reste modéré, quoi. 6%, c'est pas exorbitant non plus. Et donc, il note que racheter des actions, ça réduit le coût du capital et ça soutient la croissance future de dividendes. Puisque si vous rachetez des actions, même si vous avez par exemple des bénéfices par action qui sont stables, des bénéfices nets qui sont stables, pardon, et que vous avez un nombre d'actions qui diminue grâce au rachat d'actions, vous augmentez votre dividende par action. En gros, je la refais, si vous avez un dividende qui est stable, mais que vous diminuez le nombre d'actions, vous avez un dividende par action qui est en augmentation. Donc là, vous avez double effet qui se coule, hein. Vous avez augmentation du dividende, si les cash flows le permettent, réduction du nombre d'actions, si les cash flows le permettent encore,
eh bien ça vous augmente votre croissance du dividende, hein. C'est pour ça qu'il passe de 7 à 8 de croissance, ces dividendes grâce au rachat d'actions. Donc ça, c'est une excellente allocation du capital. Bon, il a reconnu que le ratio de distribution était élevé. Moi, je 55 je trouve pas ça très élevé, mais que ça reste soutenable à 70 $ le baril. Donc, par contre, il se réserve le droit de réévaluer, ce niveau de dividende si les conditions macroéconomiques se détériorent. Donc, à garder en tête, hein, si vous avez un baril qui chute, votre dividende il va potentiellement baisser sur Total Energy. Moi, je reste plutôt confiant, mais évidemment, je peux absolument me tromper sur, ce que je dis et en fait, potentiellement, le baril du pétrole peut baisser, mais moi, je vois pas une baisse, du pétrole s'il y a une reprise économique et surtout s'il y a des conflits, géopolitiques, en plus qui viennent s'y mêler. Sur, les CAPEX et le Mozambique, donc on a Jason Gabelman de TD Cowen qui a questionné la trajectoire des investissements, donc les CAPEX pour respecter la fourchette des 17 à 17,5 milliards de dollars et l'impact potentiel du projet GNL au Mozambique. Donc, Pouyanné a réitéré l'engagement de respecter la guidance des CAPEX grâce à des cessions de 3,5 milliards de dollars, incluant des actifs au Nigeria, en Argentine et dans les renouvelables. Voilà, donc on va faire des CAPEX, mais on va pas tout sortir soit de la dette en s'endettant, soit de l'autofinancement. Il y a aussi des cessions d'actifs. Et donc ça, c'est bien. Ils ont une gestion, ils font tourner le portefeuille pour ne garder que les actifs les plus rentables. Et structurellement, leur activité Integrated Power leur donne des actifs, donc les champs de fermes photovoltaïques, qui vont pouvoir vendre ensuite à des exploitants. Donc, euh, grâce à ça, ils vont pouvoir dégager de la trésorerie pour investir en capital, faire de la dépense en capital. Pouyanné a indiqué l'entreprise a déjà sécurisé 1 milliard via des offres fermes et 1,5 milliard supplémentaires viendra de cessions dans l'énergie intégrée. Donc ça, c'est ce qui est prévu, hein, c'est pas des offres fermes. Mais bon, voilà, vous voyez, hein, il y a quand même de quoi faire avec les actifs existants. On peut les vendre, faire une plus-value et hop, réinjecter pour faire de la dépense en capital. Pour le projet GNL au Mozambique, il a précisé que le coût sera de 20 milliards et ça sera majoritairement financé par des financements externes. Ça, c'est bien. Donc, ces projets-là ne sont pas vraiment green, ESG, etc. Mais bon, ils sont quand même s'inscrivent dans la transition énergétique, donc ça vous donne accès à de la dette qui est un peu moins chère. Donc, c'est pas mal hein, d'avoir des financements externes. Ça limite l'utilisation des fonds propres de l'entreprise. Voilà, donc il a indiqué que le groupe travaille à s'aligner fortement avec le gouvernement en place pour assurer la sécurité, évidemment, et la viabilité du projet. Objectif de production avant 2029. Malgré tout, il a souligné qu'il faut rester prudent dans ce pays qui est encore novice dans l'industrie pétrolière, hein. Si vous comparez donc le Mozambique face à l'Angola, par exemple, ou l'Angola ou je sais plus le nom m'échappe, peut-être la Mauritanie ou enfin des projets donc le Gabon, pardon, voilà, c'est ça. Si vous comparez au Gabon et à l'Angola qui sont beaucoup plus matures, vous avez par exemple Total Gabon et vous avez Mourad et Prom qui sont dans ces pays, c'est autre chose. Mais bon, à suivre sur le Mozambique, surtout si les financements externes sont principalement externes, il y a un peu moins de risque pour l'entreprise. Bon, sur le dividende, il y a un analyste qui a posé une question, je dirais peut-être intéressante, sur le taux de change. Évidemment, vous avez noté que le dollar a fortement baissé. Trump voulait un dollar qui baisse, il l'a obtenu. Ça, du coup, c'est en contrepartie une forte hausse de l'euro. Donc, l'analyste s'est demandé si ça n'allait pas avoir un surcoût, parce qu'évidemment, Total Energy gagne de l'argent en dollars, hein, le pétrole se négocie en dollars. Donc, finalement, verser un dividende en euros, ça renchérit le coût du dividende. Donc, d'après Pouyanné, ça aurait un coût marginal supplémentaire de 100 millions de dollars. Donc, il indique que si on reste dans le niveau actuel, 1,16, on va dire, ça reste soutenable. Si on reste à 70 $ le baril, ça reste soutenable. La rémunération le niveau de 16 milliards de rémunération d'actionnaires, voilà, ça reste soutenable. Attention, si le prix du baril venait à baisser ou si l'euro passait de manière structurelle au-dessus de 1,20 € par dollar, enfin 1,20 €, alors pardon, 1,20 $ par euro, alors là, il réévaluerait quand même. Donc il faut rester attentif. Moi, je pense que d'une part, le pétrole risque de remonter, comme je l'indiquais, et également, je pense que l'euro ne va pas se maintenir à ce niveau aussi élevé pendant très longtemps. Il y a des problèmes structurels en Europe, notamment en France, et la rentrée risque d'être un peu costaud, donc ça va, à mon avis, peser sur la devise. Donc voilà, pour le reste des questions, je vous renvoie vers l'article, hein, vous pouvez lire ça en détail. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.